Salutations, je suis Chad et bienvenue dans ma critique des villes et des structures ressemblant à des châteaux dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Dans cette vidéo, nous allons examiner les représentations cinématographiques d'Edoras, de Minas Tirith et du gouffre de Helm, appelé la forteresse du corps. J'adore le Seigneur des Anneaux, d'accord, c'est l'une de mes séries de films préférées, mais je ne vais pas laisser mon amour pour cette franchise affecter mon objectivité dans mon analyse. Donc, sans plus tarder, commençons. La première chose qui me frappe à propos d'Edoras, c'est sa taille. Elle est à peu près aussi grande qu'une petite ville médiévale, et cela me paraît étrange, car Edoras est censée être la capitale du Rohan. Et en tant que capitale, elle n'est tout simplement pas assez grande, surtout si l'on essaie d'extrapoler la taille de l'Empire et de la population du Rohan à partir de la taille de son armée. Au final, le Rohan finit par avoir une armée sacrément grande, et pour construire une armée de cette taille, il faut une population sacrément importante, et la taille d'Edoras ne reflète pas du tout celle que devrait avoir la capitale de cette nation. Maintenant, vous pourriez dire que les Rohirrim sont simplement plus dispersés, qu'ils ne rassemblent pas tous leurs habitants en un seul endroit, et vous savez, c'est possible, mais ce serait un peu différent de ce qui se produirait naturellement, car les gens sont attirés par les lieux sûrs, surtout en période dangereuse ou incertaine, comme à toute époque médiévale. Les villes sont pratiques, elles regroupent de nombreuses nécessités et luxes dans un espace restreint, et vivre dans une zone à forte population offre plus d'opportunités commerciales, car il y a plus de monde à qui vendre des biens ou des services, et elles sont généralement plus sûres, car protégées par de grandes murailles. Nous reviendrons sur les murailles d'Edoras qui sont un peu étranges, mais retenez que lorsqu'une nation a une certaine population, elle aura naturellement des villes plus grandes. Et Edoras ne reflète pas du tout cela. La prochaine chose vraiment étrange à propos d'Edoras, c'est que je n'ai aucune idée de la façon dont ces gens se nourrissent. Il n'y a pas un seul morceau de terre cultivé nulle part. Il y a beaucoup de terres prêtes à être cultivées, mais aucune culture réelle. Et ces gens sont censés être les maîtres des chevaux. D'accord? Où sont leurs champs de chevaux? Pour l'instant, on dirait juste qu'Edoras est une petite ville posée au milieu de nulle part. Logiquement, il devrait y avoir plus de signes de culture humaine. Passons maintenant à la ville elle-même. Ça a l'air génial, c'est une représentation magnifique, splendide d'une ville médiévale fantastique, clairement inspirée des cultures anglo-saxonnes et nordiques. Tout semble très réaliste par rapport à ce style de design anglo-saxon nordique, c'est tout simplement magnifique, un réalisme pur, une immersion totale, c'est superbe. Et puis, le thème du cheval est présent partout dans leur décoration, et regardez le palais ou la grande salle, c'est juste splendide. C'est l'une des choses que j'adore dans Le Seigneur des Anneaux, leur souci du détail, c'est tout simplement incroyable. Mais ils ont fait défaut sur certains des détails plus importants, comme la taille de la ville, les terres agricoles, et maintenant regardons les remparts. Désormais, les remparts ont une base en pierre surmontée d'une structure en bois ressemblant à une palissade. Le design est réussi et représente bien ce qu'il est censé évoquer, il n'y a rien à redire. Ce qui n'a pas de sens ici, c'est que cela semble vraiment déplacé par rapport au niveau technologique établi dans le monde du Seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu. Nous savons que les humains savent très bien travailler la pierre, il suffit de regarder Minas Tirith et nous y viendrons, mais ils savent construire des murs vraiment efficaces. Alors, la question se pose, pourquoi diable auraient-ils une palissade en bois médiocre alors qu'ils auraient pu construire de bien meilleures défenses? La technologie existe, non? Dans ce monde, les Rohirrim n'ont peut-être pas cette technologie. Voici ce qui se passerait dans la réalité. Ils engageraient des gens venus de l'étranger, de Gondor et d'autres endroits pour construire les murs à leur place. C'est ce qu'ils auraient fait, surtout pour la capitale. Je veux dire, bon sang, c'est là que vit le roi. Vous voyez, c'était en fait assez courant au Moyen-Âge, lorsqu'un nouveau type d'architecture, vous savez, de conception ou de principe, était développé et appliqué à un château et que les gens voyaient, eh bien, ça a vraiment fière allure. Eh bien, devinez ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé ces architectes, les ont fait venir là où ils voulaient construire leur propre château et leur ont demandé de les construire pour eux parce qu'ils savaient que ceux-là, là-bas, étaient bien meilleurs.
J'en veux un comme ça, parce que je veux me protéger avec le meilleur niveau technologique qui ait été atteint dans notre monde. Et donc ces murs autour d'Edoras sont vraiment déplacés. Ils sont tellement primitifs comparés aux autres structures défensives que nous voyons en terre du milieu. Magnifique, superbe. Regardez cette ville. Encore une fois, l'attention portée aux détails incroyables. Mais mes premières réactions à Minas Tirith sont très similaires à celles que j'ai eues face à Edoras. La taille de cette ville ne reflète pas la population que la nation du Gondor est censée avoir. C'est la taille d'une petite ville médiévale, peut-être un peu plus grande qu'une petite, mais elle n'est en rien comparable à la taille qu'aurait une capitale médiévale. Il devrait y avoir un autre mur très large et étendu, vous savez, qui fait le tour de ce que nous voyons ici jusqu'à l'endroit où se trouve Gandalf en ce moment, et là, je dirais que ce serait à peu près la taille qui me satisferait. Mais s'ils avaient voulu en faire encore plus, parce que c'est de la fantaisie épique, ils auraient pu la rendre immense. Et bien sûr, l'autre chose absolument étrange, c'est encore une fois où diable sont les terres agricoles. Comment ces gens se nourrissent-ils? Ces champs devraient ressembler à un patchwork de terres cultivées. Maintenant, en regardant l'architecture de la ville, elle est épique dans son ampleur, dans la façon dont elle s'élève avec le flanc de la montagne. Et honnêtement, je pense que cela pourrait être réalisable avec la technologie du niveau médiéval. Ce serait un travail colossal, mais on voit quand même des exploits architecturaux absolument stupéfiants à la période médiévale, et même un peu avant. Je veux dire, regardez le Colisée. Et je m'excuse, mais si une population souhaitait réellement bâtir une telle ville, à mon avis, elle en aurait la capacité. C'est profondément impraticable, d'accord? Et pourquoi? Eh bien, à quel point serait-il difficile de monter à chaque nouveau niveau? Ce serait vraiment une vraie galère. Peux-tu imaginer si tu vivais à l'avant-dernier niveau ou même au 3e niveau en partant du haut? Chérie, je vais voir Bob. Vraiment? Mais tu dois monter un demi-kilomètre d'escalier pour le rejoindre? Tu as raison, laisse tomber, je vais juste prendre une bière. Je plains le roi qui vit tout en haut. Il ne quitterait jamais cet endroit, parce qu'à chaque fois qu'il voudrait aller quelque part en ville, il devrait gravir tellement de marches. C'est le roi, il fera porter par des gens. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est profondément impraticable, surtout quand il faut déplacer des marchandises, des provisions et ce genre de choses. Ce serait juste un cauchemar. Maintenant, il existe une sorte de comparaison assez proche dans le monde réel. Ce n'est pas aussi extrême. C'est un peu ce que je veux dire. Là, c'est un peu trop extrême. Mais la comparaison la plus proche, c'est le Mont Saint-Michel. La différence ici, c'est que ce n'est pas aussi haut que Minas Tirith et il n'y a pas autant de niveaux. De plus, le Mont Saint-Michel n'a jamais été considéré comme une ville. C'est une commune insulaire, ce qui correspond à peu près à un canton civil. Il y a quand même beaucoup de comparaisons à faire entre le Mont Saint-Michel et Minas Tirith. Mais si on devait les comparer côte à côte, à mon avis, comme je le vois, le sommet du Mont Saint-Michel atteindrait à peu près le tout premier ou le 2e niveau au-dessus du sol de Minas Tirith. Minas Tirith est extrêmement haute, ce qui la rend peu pratique à mon avis. Changerais-je cela? Vous ne le savez sûrement pas car c'est de la fantasy, ça a simplement l'air génial et épique. Il serait plus cohérent d'avoir un niveau du sol plus vaste où les paysans et gens ordinaires pourraient vivre. Et puis les riches qui peuvent payer des gens pour les monter et les descendre et pour faire transporter des choses en haut et en bas, eh bien, ils peuvent engager des gens pour faire ça à leur place. Ainsi, les niveaux supérieurs pourraient être réservés à l'élite noble et aux riches, où ils pourraient regarder de haut ceux qui sont en dessous d'eux, aussi bien socialement que littéralement. Maintenant, après avoir dit tout cela à propos des niveaux supérieurs de Minas Tirith, il y a un avantage très très important qui pourrait en fait rendre plus plausible d'avoir cela dans une ville, et c'est en matière de défense. Devoir monter de longs escaliers étroits pour atteindre chaque niveau successif rendrait la conquête de la ville absolument infernale. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de mur à franchir à ce niveau, parce que le flanc de la montagne fait office de mur, il suffit juste de monter pour atteindre le niveau supérieur de la ville. Et les accès seraient de petits escaliers étroits qui seraient très faciles à défendre. Vous pourriez piéger tout ennemi essayant de les gravir.
Les niveaux sont tout simplement beaucoup trop élevés pour qu'une tour de siège puisse même, vous savez, s'en approcher. Sans l'utilisation de la magie et d'autres choses incroyables qui, vous savez, pourraient exister dans un monde fantastique avec la technologie médiévale standard, je ne vois vraiment pas comment on pourrait attaquer ces niveaux supérieurs. Bien sûr, il y a la duplicité, les tactiques classiques du cheval de Troie, faire entrer des gens en douce et d'autres choses comme ça, mais là, je parle d'un assaut classique. Ce serait pratiquement impossible, et la seule chose que vous pourriez faire serait de recourir à un siège prolongé pour essayer d'affamer la ville. Dans ce sens, ces niveaux supérieurs ont un certain aspect pratique. Cela rendrait la vie quotidienne absolument pénible, mais peut-être que les citoyens sont prêts à supporter cet inconfort pour la sécurité. Maintenant, en regardant les murs extérieurs de Minas Tirith, j'adore ça. Tu vois toutes ces meurtrières? Elles ont l'air si impressionnantes et sont absolument authentiques. Ce sont des éléments défensifs très légitimes des murs. En regardant l'entrée de la ville, il n'y a pas vraiment de corps de garde ici à proprement parler, mais la conception de l'endroit où se trouve cette entrée offre presque autant d'avantages qu'un corps de garde. Vous remarquerez l'entrée. La porte est en fait en retrait par rapport à la ligne extérieure principale du mur. Ainsi, le mur fait le tour, et lorsqu'il atteint l'endroit où se trouve la porte, les murs reculent un peu, créant une sorte d'alcôve qu'il faut traverser avant d'atteindre la porte. C'est un choix de conception tactique très solide. Cela signifie que toute personne qui essaie d'attaquer ce mur va simplement se faire pilonner par ceux qui se tiennent sur les murs de chaque côté, et c'est exactement ce que l'on voit lors de la première tentative des gobelins et des orques pour essayer de détruire cette porte. Ils se font complètement anéantir. Donc oui, avoir la porte principale de la ville en retrait dans le mur permet d'avoir 2 murs latéraux pour toute personne qui s'en approche. C'est un élément d'architecture défensive très solide, mais il aurait fallu un corps de garde à cet endroit. Vous voyez, les défenses médiévales appropriées reposent sur des redondances. Si la première ligne de défense échoue, nous voulons une solution de secours pour tenter de les repousser. Une maison de garde en est un exemple typique. Toutes les maisons de garde n'avaient pas cela, mais beaucoup avaient des doubles portes. Une fois que vous aviez franchi la première porte et la herse qui la protégeait, devinez quoi? Vous deviez entrer dans ce bâtiment qui ressemble à un tunnel où, à la sortie de la maison de garde, il y avait une autre porte et une autre herse piégeant les gens à l'intérieur. Ils devaient alors faire face à des meurtrières ou des archères de chaque côté où ils se faisaient tout simplement massacrer. C'était un piège mortel, encore une fois des couches de défense. Mais on ne voit pas cela dans le film. Dès que les méchants franchissent la première porte, il n'y a plus rien. Ils sont maintenant dans la ville, et c'est le chaos dans les rues. Là où, s'ils avaient appliqué les véritables principes de défense médiévale, il y aurait eu une maison de garde derrière cette première porte principale qui aurait piégé les assaillants une fois qu'ils l'auraient franchie. La dernière chose que je trouve intéressante, ce sont les trébuchets qui sont assemblés le long des murs de la ville. Je n'ai jamais vu de cas historique où des trébuchets, des catapultes ou d'autres engins de siège étaient installés au sommet de murs médiévaux. Et, vous savez, j'ai fait pas mal de recherches, et encore une fois, jamais cela n'a été un sujet de conversation ou quelque chose qui a été mentionné. La principale raison pourquoi? Eh bien, je ne pense pas qu'il y avait de place sur les remparts pour installer des trébuchets ou d'autres équipements de siège, même sur les tours. Il est rare de trouver une tour assez grande pour y installer un trébuchet. Mais d'accord, et s'il y en avait une? Et si on avait assez de place, ou même si on construisait assez d'espace pour installer un trébuchet, est-ce que ce serait pratique ou utile? Non, parce que si jamais il voulait vraiment installer un trébuchet pour riposter contre un ennemi attaquant votre château, il l'installerait derrière le mur. Alors, il y a beaucoup d'avantages à faire ça. Premièrement, vous êtes protégé par le mur lui-même, ce qui rendrait beaucoup plus difficile pour les engins de siège ennemis de détruire votre trébuchet. Aussi, selon la taille du trébuchet, le placer derrière votre mur pourrait en fait le cacher à la vue de l'ennemi, rendant beaucoup plus difficile pour l'ennemi d'utiliser ses propres engins lanceurs de pierres pour lancer des rochers sur votre trébuchet et le détruire. Donc oui, cela aurait probablement été une meilleure idée dans Le Seigneur des Anneaux de placer leur trébuchet derrière le mur extérieur. Voilà, ce sont mes réflexions sur Minas Tirith.
Souvent confondu avec la gorge de Helm, le Hornburg qui se trouve dans la vallée de la gorge de Helm semble être une forteresse assez solide. Est-ce un château? Cela dépend de votre définition du mot château. J'ai réalisé une vidéo complète sur ce sujet. Parce que le Hornburg est une forteresse qui utilise des créneaux de style médiéval, on peut à juste titre l'appeler un château, même si en général la plupart des châteaux servaient de lieu de gouvernance et aussi de résidence pour la famille qui en était propriétaire. Et à cause de cela, je pense en fait qu'il est plus exact d'appeler cette structure une forteresse plutôt qu'un château. Le Hornburg a été construit pour défendre l'entrée des cavernes étincelantes. Les cavernes étincelantes sont probablement d'une importance stratégique, ce qui expliquerait la présence de la forteresse. La petite vallée qui se trouve devant l'entrée des cavernes étincelantes et sur le côté de la partie principale de la forteresse du Hornburg s'appelle la Creux, et le mur qui bloque l'accès aux creux et aux cavernes étincelantes est le mur du gouffre. Maintenant, le mur possède une barrière pour empêcher les gens de tomber, et il semble y avoir des sortes de meurtrières à intervalles réguliers, formant ainsi des créneaux, et donc les créneaux que l'on trouve classiquement sur les châteaux. Le problème, c'est que cette barrière n'arrive qu'à hauteur de poitrine, et n'offre pas autant de protection qu'elle le devrait. Les merlons dans les créneaux, c'est-à-dire la partie en forme de dents qui dépasse, doivent être à hauteur de tête pour offrir une protection totale aux défenseurs sur le mur. C'est tout leur but et leur raison d'être. Et donc, à cause de cela, ce mur n'a en fait aucune véritable fortification. C'est juste un mur et c'est tout. Et on peut le voir quand les gens sur le mur se font tirer dessus par les Uruk-hai en bas. C'est un gros échec dans la conception défensive de ce mur et de cette forteresse. Si vous voyez un mur de château avec des créneaux qui ne montent qu'à hauteur de taille ou de poitrine, il s'agit de parapets esthétiques non réalistes ou fonctionnels. L'autre chose à propos de ce mur, c'est qu'il n'y a pas de tour intermédiaire ni de parties qui en sortent un peu vers l'extérieur. En ayant des zones sur les murs qui s'étendent un peu vers l'extérieur, que ce soit une extension du mur lui-même ou une tour, cela offre une plateforme aux archers et aux défenseurs pour tirer latéralement sur les assaillants qui attaquent les murs. Sans aucune extension de ce type, les défenseurs ne peuvent vraiment attaquer que les personnes qui se trouvent directement devant et en dessous d'eux, ainsi qu'à des angles sur les côtés, mais jamais à des angles de 90 degrés, et cela constitue une limite défensive. La partie principale de la forteresse du Hornburg est construite directement dans la falaise elle-même. Les falaises peuvent présenter des avantages et des inconvénients selon leur nature. Cela signifie que la forteresse n'a qu'un seul côté principal à défendre, donc elle ne peut pas être attaquée par derrière. Mais cela signifie aussi que des choses peuvent tomber dessus depuis la falaise au-dessus, et si des gens parviennent à accéder au sommet de la falaise et provoquent un éboulement ou quelque chose de ce genre, eh bien la forteresse sera vraiment mal en point. Si cette région reçoit de la neige, d'accord, et même si la partie forteresse du corps de Helm ne reçoit pas de neige, mais que les sommets des montagnes en reçoivent et qu'ils ne sont pas trop loin, alors le risque d'avalanche existe aussi. D'accord, examinons la porte. L'entrée du corps de Helm est surélevée par rapport au niveau du sol. C'est une caractéristique très adaptée et protectrice. Mais ensuite, ils n'ont pas de pont-levis séparant la porte de la rampe que les gens doivent emprunter pour l'atteindre. C'est tout simplement absurde en matière de défense de style médiéval, et cela rend l'avantage d'avoir cette entrée surélevée complètement inutile. Oui, ils doivent traverser une rampe étroite, ce qui les canalise, et c'est une bonne chose. Mais encore une fois, c'est l'installation parfaite pour avoir un pont-levis, et il n'y en a pas du tout. Ce qui me semble tout simplement illogique. Une autre particularité étrange du corps de garde est l'absence de porte secondaire. Une fois la première porte franchie, ils sont à l'intérieur. Il devrait y avoir une porte secondaire à l'arrière du corps de garde pour piéger les gens à l'intérieur, et ensuite, on a le plaisir d'utiliser les meurtrières et les archères pour éliminer l'ennemi une fois qu'il est à l'intérieur. En regardant le Hornburg, il y a ici une très grande occasion manquée.
Une rivière passe tout le long et passe sous le mur, ce qui signifie qu'ils ont de l'eau courante gratuite et ils auraient pu creuser la zone devant le mur du gouffre et créer un fossé vraiment efficace, un qui aurait longé toute la longueur du mur du gouffre et devant la forteresse principale et le donjon du Hornburg, mais ce n'est pas le cas. Encore une énorme occasion manquée, d'accord? Donc malheureusement, le Hornburg ne répond pas vraiment aux attentes pour l'instant. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ça. Il y a une chose, d'accord, que j'adore absolument, et il y a un mais j'y reviendrai. Mais d'abord, laissez-moi vous dire pourquoi c'est génial. C'est l'un des types de conception les plus efficaces et impressionnants que vous puissiez avoir sur une forteresse, et c'est d'avoir deux entrées principales qui ne sont pas alignées l'une avec l'autre. Regardez ce que l'ennemi devra faire s'il parvient à franchir la première porte. Ensuite, la deuxième porte n'est pas directement devant eux et il faut un bélier ou quelque chose pour enfoncer la porte d'entrée. Et les béliers sont généralement longs, mais une fois que vous avez franchi la première porte, il faut tourner brusquement à gauche. Un virage à gauche à 90 degrés, et si le bélier est trop long, il ne pourra pas passer ce coin, puis il faudrait faire le tour pour atteindre une autre porte ou une autre entrée. Et c'est un couloir étroit qui serait un véritable piège mortel pour quiconque essaierait de le traverser. Parce qu'il y a deux murs de chaque côté où l'ennemi pourrait simplement faire pleuvoir la mort sur les assaillants. Et dans cette situation, ce qui se passerait vraiment sur le premier grand mur extérieur, c'est qu'il devrait y avoir des créneaux de chaque côté, à l'avant, face à l'extérieur. Et aussi à l'intérieur, parce qu'ils vont tirer sur les ennemis le long de ce couloir étroit. Mais encore une fois, sur le Hornburg, il n'y a pas de créneau sur la face intérieure de ce mur. Et puis, quand l'ennemi atteint la deuxième entrée, c'est là que j'en viens au problème. Une autre porte devrait être ici, et idéalement une autre porte fortifiée complète. Et avec la porte, un autre corps de garde ici, il n'y aurait pas assez de place pour que le bélier puisse se retourner et faire face à la porte, car c'est trop étroit. Donc, enfoncer la deuxième porte serait un vrai cauchemar. Mais il y a une grosse erreur ici. Il n'y a pas de porte, c'est juste une arche. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une énorme erreur dans la conception de cette forteresse. C'est presque une grande réussite, d'accord? L'une des plus grandes réussites, et parce que vous voyez ça sur les châteaux historiques, les deux points d'entrée décalés dont je parle quand je dis que vous voyez ça sur les châteaux historiques, c'est exactement le style ou le design défensif que vous voyez sur le château de Beaumaris. La porte principale extérieure, parfois appelée la barbacane, est décalée par rapport à la seconde porte, et donc après avoir franchi la première porte, ils doivent de faire un virage serré à 90 degrés pour essayer de se placer devant la seconde porte, mais il y a alors un mur juste derrière eux qui les empêche d'aligner un bélier, ce qui rendrait la tentative de défoncer la porte de la seconde porte la plus difficile. Ce serait impossible, et le château de Beaumaris n'est pas le seul château à faire cela, il y en a d'autres aussi, mais c'est un excellent exemple à montrer. Donc, voilà mon analyse du Hornburg, et c'est intéressant parce que d'un point de vue lointain ou avec un simple coup d'œil, il paraît assez solide et défendable, mais quand on regarde de plus près et qu'on analyse chaque petit détail, malheureusement, le Hornburg est une forteresse très mal conçue. Et voilà, c'était mon analyse des villes et ou des structures ressemblant à des châteaux dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, en particulier Edoras, Minas Tirith et le Hornburg de la gorge de Helm. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous souhaitez en savoir plus sur les châteaux, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui parlent des châteaux. Et jusqu'à la prochaine fois, au revoir. Pour soutenir cette diversité ou exprimer votre appréciation pour une vidéo, devenez un patron via Patreon. Votre don d'$1 serait absolument merveilleux.